Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, entre les deux tours des élections municipales, est Pascal Perrineau, politologue, spécialiste du Front National. Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez longuement dirigé le CEVIPOF, le Centre d'études politiques de Sciences Po. Votre dernier livre s'intitule « La France au front, essai sur l'avenir du FN ». Il est publié chez Fayard. Vous travaillez depuis longtemps sur le Front National. Vous aviez diagnostiqué avant beaucoup de monde l'enracinement du Front National, son enracinement peut-être national et aussi populaire. Donc avec vous, nous allons décortiquer les résultats de ce premier tour. Pour vous interroger aujourd'hui dans cette édition de Face aux chrétiens, Mathieu Castagnier pour La Croix. Bonjour. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. Une première question vous est posée par Mathieu Castagnier pour La Croix. Alors on a atteint avec ces élections un taux record d'abstention et aussi un taux extrêmement fort de vote Front National. Est-ce que c'est les deux faces d'une même médaille? Est-ce que c'est les deux faces d'un même vote protestataire, d'une même défiance vis-à-vis des grands partis politiques? Oui, Pascal Perrineau. Les deux phénomènes ont beaucoup de choses à voir ensemble. Si vous voulez, toutes les enquêtes, les élections partielles montrent depuis 2 ans une montée régulière d'une défiance vis-à-vis du système politique majeure. Cette défiance politique, elle cherche son exutoire, la manière de s'exprimer. Et au fond, il y a 2 manières de s'exprimer. Il y a ou bien se retirer des affaires électorales, la grève des urnes, l'abstention. Et on a vu en effet que dans toute la série des élections municipales, ce premier tour d'élection a battu un record toute catégorie, 36,5. On n'avait jamais vu ça sur une scène municipale dont on dit pourtant que les Français la trouvent intéressante. C'est encore l'institution municipale parmi les institutions politiques, une des dernières institutions qui trouve grâce aux yeux d'une majorité de Français. C'est la plus proche. Voilà, bien sûr. Et en dépit de cette proximité, la sanction abstentionniste est venue. Puis il y a une deuxième manière d'exprimer sa défiance. C'est en effet le coup de gueule au bout du bulletin de vote. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le Front National est un des partis qui parvient le mieux à être le porte-voix de cette volonté de coup de gueule. D'autres partis le concurrencent, et on l'a bien vu d'ailleurs ici et là, la gauche de la gauche a pu jouer ce rôle dans certaines communes. On voit par exemple dans certaines communes bretonnes, au fond qu'il y avait parfois 2 exutoires à la colère. Il y avait d'un côté le Front National qui est apparu dans des communes bretonnes où on n'avait pas l'habitude de le voir, et puis la gauche de la gauche qui arrivait à capter également ses inquiétudes. Mais en général, bien sûr, c'est le Front National qui a été le vecteur de la protestation. Romain Mazenot, RCF. Si on regarde les 3 villes qui ont le plus fort taux d'abstention, c'est Vaux-en-Velin, Roubaix et Villiers-le-Bel, donc des banlieues populaires où le taux de chômage est souvent important. Il y a un lien de causalité entre le taux de chômage et le niveau de l'abstention? Oui, il y a une abstention beaucoup plus importante dans 2 catégories. Dans les milieux populaires, et en particulier en milieu ouvrier, toutes les enquêtes qui ont été faites le jour du vote ou juste avant le vote montraient très bien que dans les catégories, par exemple, ouvrières, c'est plus d'un ouvrier sur 2 qui en France s'est abstenu. Donc on voit bien comment le terrain populaire, le terrain de la crise également, des communes fortement touchées par le chômage, renforce cette abstention. Et puis il y a un deuxième élément, c'est la jeunesse. Dans les couches jeunes, les 18-24 ans par exemple, selon le sondage Ipsos qui a été fait juste à la veille du vote, c'est 59% des 18-24 ans. Donc là, la défiance est à son comble. Voilà. Donc une défiance, vous voyez, un peu tous azimuts. Les chômeurs aussi, les demandeurs d'emploi. Bien sûr, les chômeurs, les demandeurs d'emploi qui... Si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas à la chose publique, mais ils se retirent de la scène politique parce qu'ils disent, voilà, en 10 ans, on a tout essayé, on a essayé la droite, on a essayé la gauche, tout cela ne débouche sur rien, ils font un constat d'impuissance du politique, et ce constat d'impuissance du politique est très souvent à la base d'un processus ensuite de défiance, de retrait, et puis peu à peu de sortie du système politique. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Pardonnez mon saut dans l'histoire, mais on a coutume de dire que ce sont les 6 millions de chômeurs en Allemagne qui, dans les années 30, ont porté Hitler au pouvoir. Donc l'effet chômage sur
la progression d'un parti extrémiste, c'est vrai dans les années 30, c'est plus vrai maintenant. Alors, Pascal Perrineau. l'effet chômage, il existe, mais tout de même, nous ne sommes pas dans l'Europe des années 30. Dans l'Europe des années 30, il y avait d'abord un taux de chômage en Allemagne beaucoup plus élevé que le taux de chômage pourtant déjà trop élevé en France. Mais surtout, aujourd'hui, nous avons un État-providence qui amortit, il n'annule pas, mais qui amortit. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant, tant qu'il le peut, les effets de la crise économique et sociale. C'est pour cela, si vous voulez, que les échos électoraux et politiques du chômage, de la désinsertion, n'ont pas la même ampleur que ceux que la crise pouvait avoir. Par exemple, en France et en Allemagne, à la fin des années 20 et au début des années 30. Cependant, quand vous regardez le vote en faveur du Front National, il est plus élevé chez les chômeurs, il est plus élevé dans les couches populaires, dont on sait qu'elles sont les plus directement menacées par le chômage. Et c'est elles qui ont une connaissance, j'allais dire, quotidienne du chômage. Parce que dans ces milieux, même lorsqu'on n'est pas soi-même au chômage, c'est son fils, sa fille qui ne parvient pas à rentrer sur le marché du travail, c'est un oncle, une tante qui a été licenciée dans le cadre d'une entreprise délocalisée, etc. Donc il y a une expérience du chômage, oui, qui nourrit le vote protestataire. Mathieu Castagnier, La Croix. Vous avez souligné le taux de chômage chez les jeunes qui atteint effectivement presque 60% chez les plus jeunes. Est-ce que ce sont des jeunes qui ne votent pas parce qu'ils n'ont pas encore pris l'habitude de voter alors que les plus âgés votent régulièrement? Ou est-ce que vous pensez que c'est une génération qui durablement va s'éloigner de la politique, va trouver d'autres formes peut-être d'engagement qui ne sont pas forcément ceux qu'ont connus leurs aînés? Voteront-ils un jour, Pascal Perrineau? Oui, ils voteront un jour, mais ils voteront de manière beaucoup moins fidèle. C'est-à-dire que le vote devient de plus en plus, les meilleurs spécialistes de l'abstention aujourd'hui parlent de plus en plus d'un rapport au vote qui est un rapport intermittent. Comme d'ailleurs, derrière ce rapport au vote intermittent, tous les engagements. Voilà, il y a un rapport à la citoyenneté aussi qui devient intermittente. Les sociologues du religieux montrent aussi que le rapport à la religion peut devenir un rapport de plus en plus bricolé, intermittent, à éclipse. Eh bien, il en est de même de l'expression du vote. Le vote devient de plus en plus un droit que l'on va utiliser, mais de moins en moins un devoir. La notion de devoir associé au vote est en voie de disparition dans les jeunes générations. Alors ça ne veut pas dire qu'ils deviennent indifférents à la politique, mais qu'au fond, chez eux, alternent des phases de retrait, de prise de distance, où on se replie sur les amis, le privé, la famille, et puis des phases où on se dit, tiens, on va revenir à la politique, on va revenir à la scène publique, mais pas forcément au travers du vote, la manifestation, la pétition. Vous voyez, il y a une diversification de la palette des activités de la participation politique chez les jeunes qui est tout à fait frappante. Romain Masneau, RCF. Le vote blanc sera reconnu le 1er avril, et ce n'est pas une blague, donc au surlendemain du second tour des municipales. Est-ce que c'est une percée, une avancée démocratique? Est-ce que ça peut permettre de réduire l'abstention? Bon. Pascal Perrineau. Permettre de réduire l'abstention, personnellement, je ne le crois pas. Un gadget, non. Parce qu'il est sain que ceux qui décident de se déplacer un dimanche pour voter blanc soient distingués de ceux qui tout simplement ont fait une erreur. Or, vous savez que là, par exemple, au premier tour et au second tour des municipales, le vote blanc et le vote nul sont comptés ensemble. Alors, ça n'est pas du tout la même chose. Le vote nul, c'est le fruit d'une erreur. Le vote blanc, c'est le fruit d'une véritable intention qui doit être distinguée comme telle et respectée. Cependant, il faut bien voir que cette réforme ne change pas profondément les choses parce que on ne considère pas, par exemple, que le vote blanc est un vote exprimé. Faisant partie des suffrages exprimés. Mais il y a là un premier pas. Ceux qui voulaient la reconnaissance du vote blanc luttent depuis longtemps. Ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'il y a une revendication pour reconnaître le vote blanc. Et je crois que cette première mesure ne peut qu'honorer la démocratie. Cependant, de là à être le vecteur d'un retour des Français aux urnes vous permettrait d'être un peu sceptique. On va essayer de trouver des raisons d'espérer quand même. Mathieu Castagnier, La Croix. Vous nous dépeignez une abstention qui est très liée à la crise économique qui nourrit la crise politique. Pourtant, sur ces dernières décennies, il y a eu des moments où la crise économique était moins prégnante, où il y a eu des années de rebond économique, et on a rarement vu pourtant l'abstention diminuer. On a l'impression que c'est un phénomène continu, peut-être à part la présidentielle de 2007. Oui. Est-ce que pour vous, une reprise économique pourrait favoriser un regain de participation civique? Alors, Pascal Perrineau.
C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, quel que soit le type d'élection, sauf l'élection présidentielle, il y a une montée régulière de l'abstention. On va le constater, je crois, hélas, aux prochaines élections européennes, où là, c'est beaucoup plus grave, puisque c'est presque 60% de Français qui maintenant déclarent qu'ils pourraient s'abstenir. C'est lié à la crise, mais pas seulement. C'est lié également à un rapport à la politique qui a beaucoup changé en France. Ce rapport à la politique, d'abord, il est devenu un rapport de gens qui n'ont qu'une attention latérale à la politique. C'est ce fameux vote intermittent dont je parlais tout à l'heure. On s'intéresse de temps en temps, mais voilà, de temps en temps, on estime qu'il est préférable de vaquer à ses activités privées le dimanche plutôt que de se rendre aux urnes. Ça, c'est un premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est que la politique a changé. La politique française de l'après-guerre jusqu'aux années 70, c'est une politique encore très idéologisée, très organisée autour de grands romans nationaux, le roman national gaullien dans l'espace des droites, le roman national mitterrandien dans l'espace des gauches. Tout ça a disparu. La politique ne passionne plus, n'attire plus autant. Voilà. Et au fond, il y a eu un processus de gueule de bois dans la politique française. On a dessoulé des émois idéologiques que l'on avait pu connaître à droite et à gauche dans les années 50, 60 et 70. Et au fond, l'opinion publique, depuis les années 80-90, est un peu désorientée. Elle recherche autre chose. Il y a une recherche d'autre chose. Elle recherche autre chose, mais elle ne l'a pas encore trouvée. Et elle exprime d'une certaine manière son désarroi et sa déception au travers de l'abstention. Nous serions donc dans un entre-deux, si on vous suit bien. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Vous décrivez une sorte de sortie de l'histoire, en fait. Ou alors, l'histoire est devenue trop confortable, donc n'étant plus confronté à la dureté des événements, finalement, on devient des enfants gâtés. Un petit peu. Oui, il y a un certain réflexe d'enfant gâté, en particulier dans la jeune génération. On peut considérer parfois qu'il y a ces réflexes d'enfant gâté, parce que la jeune génération est en moyenne une génération plus éduquée que les générations précédentes en termes de niveau de diplôme. Donc on pourrait se dire, tiens, avec l'éducation, leur vient le souci d'aller dire leurs mots. Eh bien, pas du tout. Il y a peut-être, en effet, chez les 18-30 ans, ce réflexe d'enfant gâté. On est habitué à la démocratie et on ne sait plus très bien ce que la démocratie défend. À quoi ça sert ? Les générations antérieures, elles avaient ou bien l'expérience de la dictature, les dictatures que nous avions connues dans les années 30, dans les années 40, ou de moins que moi, la génération de mes parents a connu, et puis pour ma génération. Il y avait la dictature qui était au-delà du mur de Berlin et du rideau de fer. Donc la menace, elle était là. Et c'est vrai que depuis la chute du mur en 1989, on est rentré, certains parlaient, vous savez, Fukuyama, de la fin de l'histoire. On est rentré dans un univers où on ne voit plus très bien ce qui pourrait menacer nos démocraties tranquilles, et peu à peu, on se lasse de la tranquillité de la démocratie, peut-être à tort. Parce que quand on voit, j'allais dire, aux confins de l'Europe, ce qui est en train de se passer, l'affaire de la Crimée devrait tout de même rappeler à l'ordre ceux qui s'habituent au confort excessivement douillet de nos démocraties et qui baissent la garde. Et la Crimée, c'est pas si loin de chez nous. Voilà. Il faut le garder en tête. Mathieu Castagnier, La Croix. Vous disiez au début que le vote FN et l'abstention étaient un peu les deux formes de protestation. Est-ce que, pour vous, tous ceux qui ont voté Front National, ou la majorité de ceux qui ont voté Front National, ne voulaient pas en fait que le Front National gagne l'élection, gère leur ville ? Alors ça, c'était valable dans les années 80-90. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Le Front National, même si le processus n'est pas parvenu à son terme, peu à peu rentre parmi, j'allais dire, la culture politique dominante. Il a tendance à être... Ça, c'est acquis pour vous ? C'est pas complètement acquis. Mais le processus a beaucoup progressé entre le Front National du père et le Front National de la fille. Le Front National de Jean-Marie Le Pen faisait encore peur à beaucoup de nos concitoyens. Le Front National de la fille n'est pas tout à fait considéré comme un parti comme les autres encore. Mais les craintes, les répulsions, les inquiétudes vis-à-vis de ce Front National sont moins importantes. Il faut dire aussi que le Front National fait un effort.
Marine Le Pen n'a pas tout à fait la même rugosité que son père dans la forme d'expression. Elle pratique moins, même si ça peut lui arriver, la provocation, et en particulier la provocation verbale. Ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui sont à la tête assez souvent des listes du Front National, ils insistent beaucoup sur leur aspect gestionnaire. Ça n'était pas du tout le cas avant, dans les années 80-90. Et un indicateur, vous prenez la charte d'action municipale du Front National. Le Front National a enlevé dans cette charte absolument tout ce qui fâche. Dans les années 90, les municipales de 95 étaient au cœur des équipes du Front National au plan municipal, la notion de priorité nationale. Ils appelaient ça à l'époque préférence nationale. Mais vous savez que le Front National, d'ailleurs, c'est intéressant. L'évolution des mots ne parle plus de préférence nationale. C'est plus acceptable, entre guillemets, on parle maintenant de priorité nationale. Mais même cette notion de priorité nationale, elle a été retirée, elle n'est pas présente dans la charte d'action municipale. Et on a affaire à un texte, au fond, qui est un texte qui rappelle une dizaine de propositions qui ne peuvent pas fâcher grand monde. Parce que local, gestionnaire. Voilà, local, gestionnaire, il y a bien un petit passage sur les Roms, mais enfin, voilà, on enlève absolument tout ce qui pourrait donner l'impression d'un Front National incapable de s'ingérer ou de s'intégrer plutôt dans la culture démocratique. Là, les choses ont beaucoup changé en quelques années. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens avec notre invité Pascal Perrineau, politologue, spécialiste du Front National. Nous avons beaucoup abordé les questions d'abstention. Restez avec nous, nous allons aborder le cœur de la question, le Front National. À tout de suite, merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité entre les deux tours de l'élection municipale est le politologue Pascal Perrineau, auteur du livre « La France au front ». Chez Fayard, nous analysons avec lui les résultats de ce premier tour des municipales avec les questions de Mathieu Castagnier pour La Croix, de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et de Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui ouvre le feu de cette deuxième partie de Face aux Chrétiens. Alors la stratégie du fameux front républicain pour faire barrage au Front National a du plomb dans l'aile. L'UMP s'en tient à son ni PS ni FN. À gauche, on voit aussi que ça se fissure. Il y a une liste socialiste qui se maintient à Béziers où Robert Ménard est candidat. Est-ce que c'est parce que Marine Le Pen finalement a réussi son pari de dédiabolisation, comme vous sembliez le dire à l'instant, ou est-ce que c'est plutôt parce que les consignes des états-majors politiques parisiens ne sont plus efficaces sur le terrain? Les deux. Il y a un discrédit de toute consigne venant de partis qui n'intéressent plus grand monde. Vous savez que dans le dernier baromètre de confiance politique, qu'il faudra mieux appeler d'ailleurs aujourd'hui le baromètre de défiance politique, que le CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, fait régulièrement chaque année, 11% des Français déclarent avoir confiance dans les partis politiques. Donc, vous voyez, les partis politiques peuvent parler, ça n'a pas beaucoup d'impact sur le terrain. Et on le voit bien dans multiples Même communes. À l'intérieur des appareils. Bien sûr, même à l'intérieur des appareils, ce discrédit est à l'œuvre. Mais sur cette affaire de Front républicain, il faut tout de même ne pas reconstruire l'histoire. Le Front républicain, au fond, dans la longue période, le Front National, il apparaît comme force électorale dans les années 80. Le Front républicain, il n'a jamais vraiment fonctionné. Il fonctionne vraiment en 2002 et dans les années qui suivent. Là, en effet, après le choc de Jean-Marie Le Pen, qui arrive au second tour à l'élection présidentielle, il y a un front républicain qui s'organise contre le Front National. Mais avant, il y avait, ce Front républicain n'existait que sur le papier et dès le début. Vous savez, quand le Front National perd, c'est en 1983 à Dreux. Dans la ville de Dreux, en Eure-et-Loire. Eh bien, dans cette ville, il y a même eu une fusion entre le Front National et une liste de droite. Et la droite, certains appelaient à organiser un front républicain, mais ils étaient minoritaires. C'était Simone Veil et M. Bernard Stasi. Mais à l'époque, Jacques Chirac, Alain Juppé, Jean-Claude Gaudin disaient, mais écoutez, bon voilà, on va pas en faire une affaire. Il y a quelques conseillers municipaux du FN qui vont rentrer sur une liste de droite. C'est beaucoup moins grave, disait-il, nous étions en 1983, que les 4 ministres communistes qui sont dans le
le gouvernement d'union de la gauche. Et donc il y a eu comme ça, dans les années qui ont suivi, les années 80, 90, voilà, le Front républicain était avancé, mais il n'était pas respecté en tant que tel. Donc on ne sort pas véritablement d'un Front républicain, même s'il y a eu cette séquence 2002, 2006, 2007. Là, il y a une séquence. Oui, on peut dire que ça existe. Et alors, pourquoi en revient-on au fond à l'autonomie, hein, le Nini, par exemple, sur l'UMP? C'est parce que on considère qu'une grande force politique ne peut pas se priver d'une présence sur le terrain. Parce que si vous pratiquez le Front républicain, une liste de gauche qui se retire pour une liste de droite mieux placée, une liste de droite qui se retire pour une liste socialiste mieux placée, ça veut dire que pendant 6 ans, vous n'allez avoir aucune représentation dans la commune. Vous vous privez de toute représentation. Hein. Il faut réfléchir, hein, à ce problème. Sauf si on poussait la logique jusqu'au bout et que ces deux listes fusionnaient. Voilà. Ce qui arrive dans un cas, je crois. Voilà. Sauf, en effet, mais c'est vraiment un cas sur les 6000 et quelques communes qui restent et qui feront l'objet d'un second tour, c'est véritablement l'exception qui, hélas, là je ne sais pas, enfin, confirme la règle, hein, qui est la règle de l'autonomie. Les forces ont envie d'être présentes. Si elles ne sont pas présentes au pouvoir municipal, elles seront présentes dans l'opposition. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Vous avez dit tout à l'heure justement que il y avait une culture politique qui avait quand même évolué du côté du Front National, qui lissait son discours, ses programmes, sa charte. Ça rend la thématique, la rhétorique du Front républicain d'autant plus difficile à tenir que le mouvement de banalisation semble quand même engagé. Alors que pensez-vous aujourd'hui des discours parfois un peu incantatoires quand on écoute Jean-Marc Ayrault qui réagit de manière à l'ancienne, si on peut dire. Ou peut-être le discours d'Olivier Epi à propos du Festival d'Avignon. Par exemple, également. voilà. Oui, bien sûr. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas changé mentalement d'univers quand même. Eh non, vous savez, la politique, on change très lentement en politique. L'économique, ça change vite, le social un peu moins, le politique et le culturel encore moins. C'est le temps le plus lourd, le plus long. Parce qu'on fonctionne beaucoup avec des catégories d'hier, des catégories du passé. On pense le présent avec des catégories d'hier. Il y a un peu de cela dans les réactions politiques. Sauf que ça n'intéresse plus personne, vous nous l'avez dit. Ça n'intéresse plus personne et ça renforce la crise du politique. Parce qu'on a l'impression, les gens se disent, mais de quelle langue nous parle-t-il? Parce que le Front républicain, ça veut dire, à la limite, le Front national n'est pas un parti républicain. Bien, mais s'il n'est pas un parti républicain, il faudrait se poser le problème alors de son interdiction. Si on ne se pose pas le problème de son interdiction, ça veut dire que c'est un parti qui est quelque part entre un parti en système et un parti qui tente d'intégrer le système. Hein, et qui ne mérite pas à ce moment-là, ou il n'y a aucune justification sérieuse à ce qu'il soit exclu juridiquement. Mais on voit bien, si vous voulez, qu'il y a un malaise, il y a un discours avec des catégories d'hier qui empêchent de penser les réalités politiques d'aujourd'hui. Et c'est un peu, les électeurs sentent un peu ce malaise, qu'ils soient tentés par le vote Front National ou qu'ils soient très hostiles au vote Front National. Je crois que le malaise est général. Hein. Et vous, votre intime conviction, dans la mesure justement où la République, le ministère de l'Intérieur labellise les listes Front National, de fait, il devient républicain, puisqu'il entre dans le cadre du jeu républicain. Oui. Et quelle est votre intime conviction sur ce mot de républicain qui, finalement, n'est pas tellement défini? Oui. Je crois qu'il n'est pas tellement défini parce qu'au fond, ce que les gens veulent dire souvent, c'est les valeurs du consensus républicain. Liberté, égalité, fraternité, tolérance. Aussi aptitude à gouverner, parti de gouvernement. Aptitude à gouverner, à gérer et à rassembler une fois que l'on est à la tête d'une commune. Alors, au regard de ces catégories, de ces valeurs générales, que beaucoup d'électeurs partagent, quelle que soit leur origine politique, religieuse, ethnique, c'est le consensus républicain. Alors certains disent en effet, là-dessus, le Front National n'est pas encore suffisamment au clair, en particulier sur les valeurs de fraternité, sur les valeurs de tolérance, sur les valeurs de liberté. Alors là, on pourrait avoir, j'allais dire, un débat qui est un débat sans fin, mais c'est de cela dont il s'agit. Mais à ce moment-là, si on a ce débat, il est légitime d'avoir ce débat,
il faut l'avoir aussi pour d'autres forces. Le Front de gauche, par exemple. Voilà, pour d'autres forces, et en particulier certaines forces, en effet, à la gauche de la gauche, qui ne partagent pas complètement non plus ces valeurs de liberté, de fraternité, de tolérance, d'égalité auxquelles je faisais référence tout à l'heure. Il faudra avoir un débat général. Alors ce débat, on l'a, mais on ne l'a pas en France. On l'a au-delà du Rhin. Au-delà du Rhin, on interdit assez souvent, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe interdit au regard des principes démocratiques de la République fédérale allemande qui s'est créée après la guerre, eh bien elle interdit de temps en temps des partis qui sont à la droite de la droite, mais aussi des partis qui sont à la gauche de la gauche. Mais l'histoire n'est pas la même. Mais l'histoire n'est pas la même. Mathieu Castagnier, La Croix. Parmi ceux qui contestent le Front républicain, à gauche, certains mettent en avant le fait que l'UMP se serait droitisé sous la pression du FN, et à droite, d'autres estiment que c'est un jeu qui fait le bonheur du Parti socialiste, qui ne cesse d'instrumentaliser le Front national. Laquelle de ces deux analyses partagez-vous? Je dirais il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. C'est vrai que l'UMP, en particulier à l'approche de l'élection présidentielle de 2012, a cru, peut-être sous l'influence de conseillers qui maintenant ne sont plus tout à fait en odeur de sainteté, Patrick Buisson, a pu croire en effet qu'il fallait ou engager une sorte de course-poursuite vis-à-vis de thèmes du Front National. Et certains disent peut-être qu'une partie de l'UMP y a perdu son âme, parce que lorsque l'UMP est créée en 2002, ça n'est pas autour de cela que l'UMP est créée. Et il y a peut-être eu une dérive. Mais aussi, de l'autre côté, la tentation de diviser pour mieux régner, et en particulier de diviser l'adversaire à partir de ce talon d'Achille qu'est le Front National dans le pied de la droite française, j'allais dire, ça n'est pas d'hier que ça date, c'est d'avant-hier, avec François Mitterrand. François Mitterrand s'est aperçu, ça rappelle au fond un peu la conjoncture d'aujourd'hui. La gauche était déjà, 2 ans après sa victoire, en profonde difficulté. Ça allait de plus en plus mal. Et voilà, peu à peu, on a vu François Mitterrand, certains hommes autour de François Mitterrand, beaucoup utiliser le thème du Front National. Entretenir le Front National sur le petit feu, sur le petit feu à l'époque du droit de vote pour les immigrés, parce qu'on savait qu'en agitant ça, voilà, on faisait revenir le Front National au milieu de la scène. Et on ne s'en est pas privé. Et d'ailleurs, l'entreprise a failli réussir, puisqu'au législatif de 86, le RPR et l'UDF, à l'époque, vont gagner, mais vont gagner ric-rac. Et il y aura un groupe du Front National qui rentre à l'Assemblée nationale. Donc, cette manœuvre politique, j'allais dire, qui est inévitable, hein, on se prive d'aucune arme dans le combat politique, ou presque d'aucune arme. C'est peut-être ce jeu politique-là, voilà, justement, qui dissuade les électeurs. Eh bien, on le retrouve aujourd'hui. On le retrouve aujourd'hui. C'est vrai, on va le voir au second tour, que dans certaines villes, eh bien oui, la gauche va sauver le pouvoir municipal parce que le Front National se sera maintenu dans une triangulaire. C'est évident. Il va y avoir peut-être... Donc il y a une sorte d'alliance objective? Bien sûr, d'alliance objective entre la gauche et le Front National. Parce que si le Front National n'était pas là, eh bien voilà, les candidats de l'UMP ou de l'UDI pourraient bénéficier d'une réserve électorale, et le Front National le maintient, eh bien ça les prive de cette réserve électorale. Romain Masneau, RCF. C'est que les deux problèmes principaux, en tout cas parmi les problèmes du Front National, il y a le faible nombre de cadres formés et puis aussi sa très inégale répartition géographique. Donc est-ce que sur ces deux points, il y a eu des progrès réalisés par le FN ces dernières années, et notamment à l'occasion de ces élections au niveau du maillage territorial? Pascal Perrineau. Alors le Front National a un problème de fond. C'est un très gros électorat maintenant, des millions d'électeurs, mais avec un tout petit appareil. Tout petit appareil. Le Front National, ça n'est pas grand-chose en termes d'appareil. Et en plus de ça, c'est un appareil qui tente de se professionnaliser, mais voilà, qui n'est pas encore un vrai appareil professionnalisé. Donc, quand le succès vient, comme c'est le cas dans certaines régions, on va revenir sur ces régions, ben voilà, on peut se poser légitimement la question, mais y a-t-il les hommes et les femmes pour faire fonctionner ces collectivités? Parce qu'on ne gère pas une mairie comme ça, j'allais dire. C'est une très grosse entreprise, une mairie. À gérer, il faut avoir un talent, il faut avoir une vertu gestionnaire, il faut savoir rassembler, il faut savoir investir, il faut savoir choisir des caps, il faut savoir dégager des moyens. Voilà, je veux dire, c'est un métier. En fait, si on vous suit, de trop grands succès pourraient nuire au Front National. Bien sûr, de trop grands succès, et je crois que le Front National d'ailleurs même doit en avoir conscience. S'il gagne en particulier 5 ou 6 villes significatives, eh bien voilà, je suis sûr qu'ils vont faire venir des cadres d'ailleurs dont ils connaissent la capacité gestionnaire, afin que ça ne tourne pas vinaigre
parce que ça peut tourner vinaigre. Souvenons-nous, sens en 1995, il y avait eu des victoires, hein, Toulon, Orange, Marignane, et puis dans une partielle Vitrolles, et ça n'a pas laissé un souvenir impérissable, et c'est une litote. Le passage du Front National dans ses mairies, la seule qui a tenu véritablement, c'est Orange, avec un maire d'ailleurs qui a pris une distance par rapport au Front National et qui vient d'être réélu, M. Bompard. Et Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Est-ce que vous pensez justement que cette pénurie de cadres, elle n'est pas due à l'effet... Aujourd'hui, vous avez dit le parti s'est banalisé, mais néanmoins, il n'a pas attiré peut-être des candidats ou des profils. Il attire des électeurs, mais pas des candidats. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore un phénomène infamant à se retrouver tête de liste ou engagé sur une liste du Front National. Il y a un effet dissuasif. Oui, il y a certainement un effet dissuasif. On le sait dans la confection des listes, et en particulier dans les têtes de liste qui sont les plus visibles, les 3-4 premiers, il y a eu des hésitations. Il y a des gens qui hésitent à se retrouver sur une liste du Front National, dans des compagnies qui parfois peuvent être des compagnies un peu encombrantes, parce qu'il y aura sur la liste tel ou tel militant venant de l'extrême droite la plus pure et la plus dure. Hein. C'est le cas dans de nombreuses listes du Front National. Et donc quand on a été pendant de longues décennies un parti marqué au fer de l'extrémisme, c'est difficile de si vous me permettez ce néologisme, de se désextrémiser. Hein. Ça demande du temps. Et certainement que le Front National pâtit encore aujourd'hui de cette difficulté. D'ailleurs, il n'a présenté que, c'est important, il n'en avait jamais présenté autant, mais il n'a présenté que 600 listes. Je rappellerai à nos auditeurs qu'il y a plus de 36 000 communes en France. Hein. Donc, c'est très bien que nous parlions du Front National, parce que, voilà, ils sont c'est la ligne qui a bougé, la ligne politique qui a profondément bougé, même s'il faudra parler du score de l'UMP et de l'UDI, et de la manière dont la droite classique revient massivement, j'allais dire, au cœur de l'actualité politique avec ses municipales. Est-ce que vous avez un avis, par exemple, sur le profil de David Rachlin à Fréjus, qui interroge quelque peu? Oui, alors son nom. Bon, David Rachlin, oui, mais David Rachlin, c'est un homme qui a été formé dans le sérail du Front National, qui a joué un rôle important au Front National de la jeunesse. Il fait partie, si vous voulez, de ces cadres formés par le parti. Hein. Les partis sont aussi quelque part des universités où l'on forme des cadres. Ça a été le cas jadis dans le Parti communiste, parce qu'au fond, le Parti communiste, qui était aussi un parti très extrémiste, quand il tente de rentrer dans le jeu dans les années 50-60 et que se développe ce qu'on a appelé, ce qui existe encore, d'ailleurs un peu mité, mais encore, le communisme municipal, il va se poser cette question. Et il va former des cadres et des cadres en interne. Le Front National fait ça à un degré mineur, mais au fond, peut-être qu'on assiste au début d'un frontisme municipal. Une toute dernière question, brève, de Mathieu Castagnier pour une réponse brève. Comment expliquez-vous que le score du Front National croisse à mesure que la taille de l'agglomération en question décroisse? En gros, il fait beaucoup mieux dans les villes de moins de 10 000 habitants que dans les grandes villes, et c'est extrêmement proportionnel à la taille des villes. Comment vous l'expliquez? Bien sûr. Alors là, j'en parle beaucoup justement dans ce livre, dans cet essai que j'ai fait sur la France au front, et c'est une grande différence par rapport au lepénisme de la première période, celui du père. Quand Jean-Marie Le Pen et le Front National se développent dans les années 80-90, ils sont au cœur des grandes métropoles urbaines où s'accumulent les questions différentes de l'insécurité petite et moyenne, de la présence d'immigrés. Et puis, peu à peu, ils vont désinvestir ce centre des villes. Pourquoi? Parce que très souvent, ces grandes métropoles, elles s'embourgeoisent. Ce sont de plus en plus de cadres, avec des valeurs particulières, les fameux bobos, vous savez, ces bourgeois bohèmes. Les bobos ne votent pas FN. Voilà. Et ils ne votent pas FN parce qu'ils sont à des années-lumière des valeurs, des comportements, des attitudes que véhicule le Front National. Mais le Front National va de peu à peu s'éloigner du centre des villes et arriver aux confins de l'univers rural et de l'univers urbain, dans ce que les sociologues appellent, avec cet affreux néologisme, le rurbain, mais qui veut dire beaucoup de choses. Et qui est en croissance en France. Et qui est en pleine croissance. Le dernier recensement de l'INSEE montre que c'est là où ça croît. Et d'autre part, c'est une France qui est invisible. On en parle peu, vous voyez, dans les journaux, dans les médias. Et donc, on ne s'en est pas aperçu tout de suite. Mais c'est dans cette France aux marges, dans cette France des lisières, que le Front National connaît une très forte croissance. Dans des communes, souvent d'ailleurs, où il y a un petit problème identitaire, ces communes savent plus très bien qui elles sont, à quoi elles correspondent, hein, ce qui fait l'âme du quartier. Et certainement que dans le vote FN, il y a une expression de ce malaise de ces franges urbaines.
Très bien, nous marquons une nouvelle et dernière pause dans cette édition de Face aux chrétiens consacrée à la relecture du premier tour des élections municipales avec le politologue Pascal Perrineau. Restez avec nous, à tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens consacrée à une relecture, à une explication du premier tour des élections municipales. Notre invité est le politologue Pascal Perrineau, auteur d'un essai sur le Front National publié chez Fayard, La France au front. Pour l'interroger, Mathieu Castagnier du quotidien La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot de RCF. C'est Louis Dauphren qui ouvre le feu de cette troisième et dernière partie de Face aux chrétiens. Avant d'aborder les questions de remaniement, de conséquences de ce scrutin, peut-être avoir votre avis sur les points les plus chauds qu'il faudra suivre dimanche prochain. Il y a quand même beaucoup de triangulaires, beaucoup donc d'incertitudes. Il y a même des pentagulaires. Il y a même des pentagulaires. Est-ce qu'il y a des points de bascule qu'il faudra observer de très près, oui. Pascal Perrineau? Il y a de nombreux points de bascule, parce qu'il ne faut pas oublier tout de même que ce premier tour a été marqué par un déclin vertigineux de la gauche et particulièrement du Parti socialiste. Dans certaines communes, c'est impressionnant. Par rapport à 2008, ils perdent 20 points, 30 points. À Limoges, à Lille. Oui, et parfois dans de vieilles terres de gauche. Limoges, c'est tout de même, j'allais dire, de la gauche historique. Eh bien, on peut parler parfois d'un vrai processus de délitement et d'une dynamique des candidats et des listes de l'UMP et de l'UDI. L'UMP, en dépit de la période difficile qu'elle a traversée, sort avec un nombre d'élus déjà au premier tour tout à fait impressionnant. Et elle va accentuer au second tour, certainement, si elle n'est pas trop gênée par le maintien dans des triangulaires du Front National, elle va accentuer son capital. Elle va prendre de nombreuses mairies. Alors les villes à surveiller. Parmi les villes à surveiller, il y en a de nombreuses. Il y en a de nombreuses. Il y a bien sûr Toulouse, où il y a là un combat qui va être un combat, j'allais dire, à 40, 100 voix peut-être, près, entre l'UMP, M. Moudinque, et le maire sortant, M. Cohen. Et sur le papier, il est difficile de dire aujourd'hui qui va l'emporter. Ça va être extrêmement serré. Là, chaque voix va véritablement compter. Va jouer un rôle. Bien sûr. Mais il faut suivre aussi bien d'autres villes, comme Strasbourg, où là aussi le combat va être rugueux, Metz, Amiens, Rouen. Vous voyez, on se promène absolument dans toute la France et on accumule le nombre de villes socialistes qui peuvent tomber dans l'escarcelle de la majorité UMP et UDI. En général, si vous voulez, quand il y a un vrai vote sanction, et si l'on prend le niveau des villes de plus de 30 000 habitants, c'est une trentaine de villes qui passent d'un camp à l'autre. Il est tout à fait possible que l'UMP et l'UDI atteignent au soir de dimanche ce niveau de 30 grandes villes passant de gauche à droite. Mathieu Castagnier, La Croix. Par rapport au premier tour, il y a deux thèses en vigueur. Certains disent que l'électorat de gauche, après avoir envoyé le message, va se remobiliser, ce qui pourrait donner une correction d'un tour sur l'autre. D'autres estiment qu'au contraire, on va vers une amplification de la victoire de la droite. Votre pronostic? Alors, Pascal Perrineau. Il y a des réserves pour la gauche dans l'abstention. Les enquêtes montrent en effet qu'il y a un surabstentionnisme d'électeurs, en particulier de gauche, socialistes, au premier tour. Et puis il y a aussi des électeurs socialistes qui sont mécontents de la manière dont la France est gouvernée et qui ont choisi la protestation écologiste. Il faut voir que dans certaines villes, Paris, l'écologie fait de bons scores, mais dans bien d'autres villes, regardez Grenoble, où tout de même, là, il crée, c'est vrai, associé avec une partie de la gauche, il crée une véritable turbulence de premier niveau. Donc, normalement, toutes ces brebis égarées, le Parti socialiste au second tour peut espérer, mais ça n'est pas mécanique. Souvenez-vous de ce qu'on disait de tous les électeurs. Les électeurs, c'est plus des petits soldats aujourd'hui, si tant est qu'ils aient été dans le passé des petits soldats. Donc ils ne reviendront pas comme ça à doigt et à l'œil. Et d'autre part, il faut leur donner de bonnes raisons de revenir. Ce qui vient de se passer, en particulier l'indicateur du taux de chômage record et de la progression record au cours du dernier mois du taux de chômage, n'est pas fait pour créer une atmosphère mobilisatrice. Donc, cela laisse de l'espace à une logique de l'amplification de la sanction. Le seul frein, c'est en effet, pour que cette sanction soit légèrement freinée, un Front National qui tient bien son électorat et qui même ici et là arrive à l'augmenter du premier au second tour. Ça rendra service à la gauche.
Romain Masneau, RCF. Pour parler du centre un instant, si François Bayrou est élu maire de Pau, comme c'est probable, est-ce qu'il pourra s'en servir comme tremplin pour revenir sur la scène politique nationale? Alors, pour François Bayrou, ça commençait, l'heure était grave. Parce que s'il n'opérait pas de retour à Pau, l'espace de tout espoir de retour lui était interdit. On a vu son émotion au soir du premier tour. Et là, on a vu l'émotion de cet homme qui a toujours pas mal joué aussi sur son implantation locale, même si ses responsabilités nationales ont pu ici et là l'éloigner du terrain. Donc il y a là, pour un homme comme François Bayrou, quelque chose d'utile. Être à la tête d'une grande mairie qui en plus de ça avait une tradition de gauche. Puisque Pau était géré par des maires socialistes, bien sûr, il y a là un élément de reconstruction. Mais la reconstruction sera extrêmement longue et extrêmement difficile. Parce que le centre, on le voit, se reconstruit avec François Bayrou, mais aussi bien en dehors de lui. Ce qui est en train de se passer à l'UDI montre au fond que les élus de l'UDI, ce qui s'est reconstruit autour de Jean-Louis Borloo, qui pour l'instant, pour des raisons de santé personnelle, est écarté de l'actualité politique, mais qui reviendra dans l'actualité politique, c'est autour essentiellement de l'UDI qui est en train de se reconstruire le centre, et le MoDem ne fait que la course en deuxième position. Mathieu Castagnier-Lacroix, peut-être le remaniement. Voilà, vous avez un peu d'expérience de la vie politique, des campagnes et des résultats électoraux. Est-ce qu'après une sanction d'une telle importance, le gouvernement ou l'exécutif peut faire la sourde oreille, ou est-ce qu'à votre sens, un remaniement est inévitable? Et est-ce que ça peut suffire, ou est-ce qu'il faudra aussi en passer par un changement visible et donc assez radical de politique? Alors, le pouvoir ne peut pas faire la sourde oreille, sinon il court un vrai risque. Et déjà, ce pouvoir est totalement usé au bout de 2 ans. On n'a jamais vu un Premier ministre, un président de la République aussi impopulaire dans toute l'histoire de la Ve République. Il faut tout de même partir de ce constat. Et deuxième élément, à l'issue du premier tour, du moins dans un premier temps, le pouvoir a donné l'impression d'être totalement sourd à ce qui s'était exprimé dans les urnes. C'était frappant de voir la porte-parole du gouvernement, quelques heures après les premiers résultats, qui tenait un discours tout à fait étrange, comme si elle n'avait pas entendu. Elle n'avait pas les éléments de langage, peut-être. Voilà, il n'y avait peut-être pas les éléments de langage, mais il n'y avait surtout pas l'analyse. L'analyse était assez facile à faire. Ce qui se disait sur les urnes permettait tout de même de savoir ce qui était en train de se passer. Donc, à l'issue du premier tour, le pouvoir a donné l'impression d'être très malentendant. Il ne peut pas se permettre de faire ça 2 fois. Ou alors, il court un risque vraiment majeur. Il y a tout de même des élections européennes derrière, qui vont être difficiles pour le Parti socialiste. Donc, comment répondre? Alors, on peut faire courir des bruits comme ça. Mais enfin, les Français, les rumeurs, une baisse éventuellement des impôts, vous voyez, bon, voilà, il faut des choses un peu plus, consistantes. Un remaniement gouvernemental, c'est consistant. Ça ne veut pas dire que ça va bouleverser le rapport de force, mais c'est consistant. Et ça permet de faire 2 choses. Ça permet de dire à l'opinion, voilà, nous vous avons entendu et nous changeons d'équipe. Et puis ça permet de résoudre aussi les très nombreux problèmes de dysfonctionnement gouvernemental que cette équipe connaît depuis 2 ans. Tout de même, et on a l'impression que c'est une équipe qui a du mal à se soigner sur ces dysfonctionnements. On a l'impression qu'il y a toujours le même taux de dysfonctionnement. Donc ça permettrait certainement en interne pour le président de la République de tenter de régler ce problème et d'envoyer en même temps un message à l'opinion. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Ça dure 3 jours, l'effet médiatique d'un remaniement. Ça dure 3 jours, mais ça vous permet ensuite de mettre les choses en musique différemment. Mais quelle est la marge de manœuvre d'un nouveau gouvernement remanié en matière de politique économique, politique fiscale? Alors, il y a 2 solutions. Il y a la solution de tenter de prêter une oreille au courant écologiste de la gauche et de leur donner peut-être un peu plus d'importance dans le dispositif. C'est à haut risque parce que la gauche parle à la gauche. Là, il s'agit que la gauche, qui est au pouvoir, parle à l'ensemble du pays. Et à l'ensemble du pays, il y a une seconde solution, c'est de dire, voilà, depuis quelques mois,
la gauche s'est engagée dans une culture social-démocrate, comme dit le président de la République, c'est-à-dire dans un socialisme de gouvernement libéral, comme en connaissent beaucoup d'autres gauches en Europe. C'est ce que beaucoup lui reprochent, voilà. Dans le peuple de gauche. Et de dire, voilà, maintenant il faut trouver les hommes et les femmes pour incarner de manière crédible cette ligne et s'y tenir pendant les 3 ans qui restent. Sur la même ligne, Voilà, donc. Ça s'appelle l'ouverture. Voilà, ça s'appelle l'ouverture. Ça s'appelle l'ouverture. Romain Masneau. Est-ce que ça doit passer par un changement de Premier ministre aussi ? Oui, oui, parce que si vous voulez, Jean-Marc Ayrault est associé beaucoup plus à la phase de compromis diverses et variés, d'ailleurs parfois pas toujours extrêmement lisibles, qui ont marqué l'expérience de la gauche au pouvoir dans les 2 premières années. Maintenant, le problème, c'est un problème de lisibilité et de mobilisation. Hein, et il faut créer un peu de surprise. Mathieu Castagnier-Lacroix. Ce choix d'une ligne social-démocrate plus assumée avec une nouvelle représentation pour l'incarner, est-ce qu'elle a une majorité à l'Assemblée nationale, vu la composition de la majorité actuelle, avec un groupe socialiste qui est quand même pas extrêmement constitué uniquement de gens qui voteront pour cette ligne. Tout à fait. Pascal Perrineau. En effet, il y a des problèmes de majorité parlementaire qu'on a vu d'ailleurs s'exprimer ici et là, avec des députés qui régulièrement font part de leurs mauvaises humeurs diverses et variées. Mais vous savez, on est sous la Ve République. Quand on a une majorité parlementaire réticente, il y a des moyens de la faire plier. Hein, c'est ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. Même dans le climat actuel, voilà. où la majorité est totalement désorientée, semble-t-il. Écoutez, elle est désorientée parce que cette majorité donne l'impression, à tort ou à raison, qu'elle n'a pas de cap. Si le président de la République, qui reste tout de même la pièce essentielle dans le dispositif, fixe un cap et donne aux Français une équipe gouvernementale qui incarne concrètement ce cap et qui donne l'impression d'une équipe totalement mobilisée pour mettre en œuvre cet objectif, ça peut faire bouger les lignes. Il y aura de la mauvaise humeur, ça, il y en aura de la mauvaise humeur. Mais cette mauvaise humeur, heureusement qu'il y a la Ve République qui permet de réguler, de faire taire ces mauvaises humeurs, puis ceux qui ont été de mauvaise humeur. Hein. Au moment où, éventuellement, de bons résultats économiques reviennent, eh bien voilà, ils mettent la mauvaise humeur du passé dans leur poche et puis ils ont besoin d'être élus, donc ils reviennent dans le camp qu'ils ont critiqué dans les 2 années qui précédaient. Louis Dauphren, une dernière question, Radio Notre-Dame. Est-ce que, Pascal Perrineau, l'intérêt finalement du gouvernement, ce ne serait pas d'avoir une sorte de nouvelle cohabitation, un peu comme François Mitterrand avait sorti du chapeau d'une certaine façon Jacques Chirac, qui lui avait permis d'être réélu ensuite en 88. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne serait pas une façon de trouver un nouveau mode de consensus? Et est-ce que le problème, j'ai une deuxième question dedans, est-ce que finalement le problème, ce n'était pas le problème de la représentation à la Chambre des députés, le problème des législatives, à l'Assemblée nationale, oui, pardon. Est-ce que ce n'est pas finalement le problème clé, le problème de représentation qui explique aussi la défiance du corps électoral, l'abstention et tout ce qu'on a dit précédemment? Alors, les problèmes de l'élargissement de la majorité, c'est un bel objectif, toujours poursuivi, rarement atteint. Toujours poursuivi parce qu'on sait bien que quand la conjoncture est difficile, peut-être dramatique, eh bien voilà, il faut serrer les rangs et peut-être oublier les clivages politiques traditionnels. Mais la Ve République, ça bipolarise, le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, tout ça, ça bipolarise. Et ça rend difficile le fait de travailler ensemble, parce que vous citiez 86, mais c'est une cohabitation à l'époque où il y avait un mandat présidentiel qui n'était pas de même durée que le mandat C'était toujours le septennat à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, c'est 5-5, donc une cohabitation qui pourrait divinement tomber du ciel n'est plus possible. Donc il faudrait, s'il y avait un élargissement, ça serait un élargissement mûrement réfléchi et à l'initiative du chef de l'État. C'est une autre paire de manches. D'abord, il faudrait trouver des hommes de droite et du centre candidats pour cela. Alors on peut penser à ce qui s'était passé en 88. En 88, Mitterrand avait pratiqué une petite ouverture. Il avait pris en effet quelques hommes et femmes venant du centre et du centre droit. Je ne vois pas l'actuel président, avec la mauvaise humeur de sa gauche du Parti socialiste, se prêter à ce petit jeu, parce que là, il va agiter vraiment le chiffon rouge dans le PS. Le chiffon rose, peut-être. Ça serait la suite du virage social-démocrate. Oui, il y aura une certaine cohérence, mais peut-être vaut-il mieux chercher des hommes et des femmes venus de la société civile et qui incarnent de manière très concrète dans leur expérience de professionnels de l'économie,
et du social, cette ligne de type social-démocrate. Merci beaucoup à vous, Pascal Perrineau, pour nous avoir aidé à décrypter les résultats de ce premier tour de des élections municipales. Je rappelle le titre de votre livre, La France au front, essai sur l'avenir du FN, chez Fayard. La semaine prochaine, l'invité de Face aux Chrétiens sera Jean-Marie Bockel, sénateur UDI du Haut-Rhin, vice-président de l'UDI, précisément l'un de ces hommes du centre que vous évoquiez, qui fut à la fois ministre sous François Mitterrand, puis sous Nicolas Sarkozy. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux Chrétiens sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Nous vous disons donc à la semaine prochaine. Merci à vous tous.